Donc, je vais proposer donc d'abord à Dominique Bourg à prendre les questions qui lui ont été adressées. Et puis, on va faire ce tour et puis on va certainement passer à quelques questions du public. Dominique. Je vais essayer d'aller, merci Pana, je vais essayer d'aller vite. Pour la première question de Roselyne, ce qui est frappant, c'est que quand même, quand on a commencé le confinement, on n'avait pas une idée exacte de ce qui allait arriver. D'une part, c'est quoi la maladie? C'est-à-dire le fait que quand on a une forme grave, on a beau faire fonctionner ses poumons, l'échange d'oxygène ne se fait pas, on étouffe en respirant. C'est vraiment une mort horrible. Moi, j'ai vu des images à Bergame avec des camions qui défilaient avec des cercueils. Au moment où on a commencé le confinement à peu près dans tous les pays, on n'a pas une idée de ça. Donc, on est quand même dans la configuration d'un danger qui reste encore un peu abstrait. Et en fait, grosso modo, cette politique de confinement, elle a très, très vite pris. C'est-à-dire, en gros, c'est 80% au minimum de la population qui s'est conformée. Et donc, en ce sens-là, même s'il y a de grandes différences entre ce qui nous arrive là, ne serait-ce que parce qu'on sait que c'est temporaire et que ce n'est pas des changements structurels qu'on a fait, le croit-on, c'est très différent de la question du climat, mais on voit bien qu'il y a une espèce de toujours de puissance du politique qui est le seul à pouvoir ordonner un changement de comportement collectif. Or, effectivement, que ce soit le corona ou que ce soit le changement climatique, sur le fond, ça relève d'un changement de comportement. Je n'ai pas le temps d'expliquer, mais ça, je suis assez persuadé de ça. Je passe à la question de Bernard très rapidement. Alors là, elle recouvre une de mes préoccupations. Il y a, dans un confinement, il y a quelque chose effectivement même d'un peu infantilisant. Et là, du côté français, on a entamé une démarche pour essayer de redémocratiser les choses, parce qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas faire durer infiniment le confinement. Si on regarde les courbes de l'Imperial College, en fait, on va vraiment redescendre qu'en juillet. Donc en fait, si on voulait vraiment lisser la courbe, il faudra un confinement jusqu'en juillet, ce n'est pas possible. On va très vite s'apercevoir que les effets collatéraux finissent par être extrêmement importants et on va devoir adopter des gestes barrières pour pouvoir sortir du confinement sans faire repartir l'épidémie. Et de ce côté-là, je pense que chaque citoyen, c'est l'appel qu'on a fait, alors dans un premier temps, là, on l'a fait partir à des conseils français, le CESE, le Conseil économique, social, environnemental, la CNDP, des comités d'éthique de grands labos de recherche, etc., pour essayer de faire recirculer, refaire discuter, s'approprier par les citoyens, je ne sais pas ce que ça donnera, mais les mesures, c'est-à-dire une façon de dire, ben non, effectivement, il faut aussi une réappropriation démocratique parce que c'est aussi la clé de la réussite. Parce qu'on va devoir vivre en permanence avec des menaces de ce style-là et on va pas pouvoir se confiner infiniment, donc il va falloir apprendre à vivre avec et ça, c'est nécessairement un apprentissage citoyen. Pour venir à la question de Vincent sur la question des inégalités, on le savait, on sait très bien qu'il n'y a pas d'écologie qui ne soit pas sociale. En fait, la source de nos problèmes en écologie, c'est les hauts revenus et c'est la consommation des plus riches. 10% de la planète, c'est 50% des émissions de gaz à effet de serre. Donc en fait, ce à quoi nous rend attentif cette crise, parce qu'elle est très classe sociale. Là, Paola disait, ben oui, on peut, avec les instruments numériques, on peut échapper au travail. Non, désolé, Paola, ça ne concerne qu'une petite partie de la population. Et en fait, aujourd'hui, travaillent les manuels. Caissières, police, paysans, etc. Donc attention, là, derrière cette crise, il y a une potentialité de dramatisation sociale qui est quand même énorme et ce n'est pas sûr que ce type de confinement, ne serait-ce que parce qu'il repose sur une différenciation sociale très forte, avec en général les gens qui sont les plus mal payés, qui sont ceux aujourd'hui qui se payent le risque le plus important. Donc, au contraire, c'est vraiment, s'il y a une écologie qui a un moindre avenir, c'est une écologie sociale, sinon elle n'aura aucun avenir. Et pour revenir à la question de l'alimentation, ça risque d'être assez chaud et assez rapidement.
pour toutes sortes de raisons. Alors là, on le voit en Suisse ou en France parce que ça fonctionne beaucoup avec des main-d'œuvre très fragiles, précaires, traversant les frontières, auxquelles on empêche le franchissement des frontières aujourd'hui. Alors pour revenir, je ne vais pas prendre trop de temps, pour aborder la question du politique, de la question de Luca. Déjà, première chose, la crise à laquelle on a affaire aujourd'hui et celle de l'avenir, ce sont des crises qui vont mettre en jeu de ce qu'on pourrait appeler des communs transcendantaux, c'est-à-dire des communs qui conditionnent la vie. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il n'y a pas de santé, il n'y aura pas de vie économique non plus. Si la Terre n'est plus viable, il n'y a pas de vie économique non plus. Et donc, c'est très différent de ce qu'on a connu en 2008-2009, où c'est une crise d'origine financière qui a fini par avoir des effets économiques et des effets sociaux. Là, on a une crise qui touche les fondements de la vie. Et en ce sens-là, elle est très proche des crises écologiques et climatiques qui arrivent. N'oubliez pas qu'on sera à 2 degrés en 2040. 2 degrés, vous aurez déjà plusieurs jours par semaine, des régions assez vastes dans les tropiques où plus personne ne pourra y rester, tout simplement parce que l'accumulation chaleur et humidité fera qu'en 6 à 7 minutes, si on n'a pas un endroit pour se réfugier, on meurt, tout simplement d'étouffement. Donc, c'est ça, c'est commun. Alors, à partir de là, effectivement, le jeu politique est différent, mais je dirais qu'au contraire, on revient presque à une situation grecque où l'obéissance à la loi est la condition de la liberté. Pour moi, ce qui est très très clair et ce qui devrait venir derrière, c'est pas très fun comme chose, mais c'est des quotas. C'est des quotas individuels. Le seul moyen d'atteindre nos objectifs écologiques, c'est-à-dire de maintenir la viabilité de la Terre, c'est la réduction de nos consommations. Et on le voit là, le seul instrument, c'est l'instrument des comportements. Donc le confinement, c'est assez simple. Quand on n'est plus confiné, qu'on peut consommer, il n'y a qu'une chose. Il n'y a qu'un seul instrument, c'est celui des quotas. Alors, celui des quotas, d'une part, quand on est dans une situation de pénurie, le quota est la seule allocation juste d'une ressource, premièrement, et par ailleurs, le quota ne vient contredire qu'un aspect de la liberté des modernes. Si on revient à Benjamin Constant, c'est effectivement le fait que chacun de nous devrait pouvoir déterminer son mode de vie. Okay, ça allait très bien dans les sociétés du temps de Benjamin Constant. Aujourd'hui, avec nos flux de matière et nos flux d'énergie, ça devient absurde. Et donc, mais en revanche, ça laisse totalement intact, ce qui n'est pas le cas du confinement, toutes les autres libertés. Donc en fait, il faut qu'on redécline la liberté, il faut que ce qui était de l'ordre de la liberté négative, d'une certaine manière, on le refasse passer du côté de la liberté positive, c'est-à-dire une détermination collective et démocratique des limites du possible, mais on ne sort pas de la liberté et on ne sort pas de l'état démocratique avec les questions environnementales au long cours. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, mais j'essaie de répondre à chacune, j'espère que je n'ai rien oublié, à chacune des questions qui m'ont été posées. Merci Dominique. Et donc, je passe la parole à Fabio pour réagir à ces questions. Oui, merci beaucoup. Oui, il y avait des observations et des questions que je trouve fondamentales. J'essaie un peu de résumer mes réponses. La première question me renvoie à ce que nous a dit Paola Vigano à propos du concept de résilience. Si la question c'est comment, qui a posé Roselyne, comment en faire quelque chose de positif, comment rendre féconde l'expérience tragique qu'on est en train de vivre, je pense qu'il faut réfléchir à la question du fait qu'on est confronté aujourd'hui à nos limites, et donc à une fragilité humaine qu'on ne peut pas dépasser. On peut construire toute la sûreté qu'on veut, mais parfois on est confronté à cette fragilité, et cette fragilité, elle fait partie de la condition humaine. Donc, je crois qu'il faut maintenant se demander, mais nos sociétés nous ont donné les outils pour avoir la force aujourd'hui d'accepter notre fragilité. C'est au fond la question que je me pose tous les jours, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai appris de mon éducation, des lectures que j'ai faites, de la formation dont j'ai pu profiter, qu'est-ce que je peux tirer de là pour donner un sens à ma fragilité.
Donc, je trouve qu'il y a aussi une leçon aujourd'hui par rapport à cette condition qui a à voir avec nos limites structurelles, qui sont les limites de la condition humaine. Est-ce qu'on peut construire des sociétés qui nous offrent, qui nous aident, qui nous donnent des outils pour vivre notre condition humaine? Donc, je crains que tant plus cette crise va être longue et impitoyable, et alors là, peut-être, on arrive à réfléchir à ça. Peut-être on commence à se demander si le sens véhiculé par la consommation, par le marché, par l'économie, ça nous aide vraiment. Donc, je pense qu'il faut vraiment traverser une nuit, une longue nuit, pour pouvoir élaborer des ressources intérieures qui nous permettent d'être plus forts par rapport à cette fragilité. C'est clair que c'est une contradiction, mais il faut être fort dans la fragilité. Est-ce que nous avons les outils? Ça, c'est la première chose. La deuxième question qui nous permet peut-être une réaction féconde, comme l'a dit Roselyne, c'est de bien comprendre que cette catastrophe, ce n'est pas un destin, ce n'est pas une fatalité, mais il y a un contexte socio-économique à l'intérieur duquel s'est développée la pandémie. Et là, c'est la question que posait Vincent aussi de l'inégalité, la grande question de l'inégalité. Il faut reconnaître maintenant. Il faut aussi, bien sûr, il faut faire un discours sur tous les moyens que nous avons, que nous allons trouver pour combattre la pandémie. Mais il faut aussi questionner l'origine de la pandémie. Et donc, voir qu'il y a eu des contextes qui ont favorisé le développement de la pandémie. Et là, peut-être, on va aussi démythiser certaines certitudes. Par exemple, l'idée qu'une mobilité totale, c'est une production de la valeur inconditionnée. Ce n'est pas vrai. On a vu que la mobilité, le mouvement, peut être très dangereux parce qu'il y avait des facteurs d'interruption de la chaîne de la transmission du virus. Et quand ces facteurs d'interruption sont éclatés, voilà la catastrophe. Donc, il faut aussi revenir, à mon avis, pour être productif dans cette situation dramatique, il faut aussi revenir sur certains tabous de notre société. Et par exemple, comme le demandait Vincent à propos aussi ou Dominique, à propos de la crise alimentaire, il faut peut-être, oui, revoir l'idée même d'une autarcie virtueuse, par exemple, on en parlait avec Panos il y a quelques jours, on peut revoir à certaines idées, à certaines valeurs, par exemple, qui appartenaient à notre tradition et il faut peut-être les redécouvrir. Donc, voir quelles sont les ressources à disposition dans le local. Il y a beaucoup de ressources. Ils nous ont appris à ne pas les regarder, à ne pas les voir, à ne pas les valoriser. Donc, il y a tout un travail qu'il faudrait faire. La grande question de la démocratie. Là, je suis tout à fait d'accord, encore une fois, avec Dominique. Qu'est-ce que je vois aujourd'hui comme un autre effet positif de cette crise incroyable? C'est le fait que jusqu'à hier, on parlait de société de la post-vérité et aujourd'hui, on a un besoin, comme vous l'avez dit, comme beaucoup d'entre vous l'avez dit, on a un grand besoin de savoir expert. Ce n'est plus tout le monde qui peut produire des vérités. Non, on a besoin de certitudes. On a besoin de sortir justement de l'époque de la post-vérité. Et là, il y a maintenant un lien entre peut-être vérité, démocratie et État qu'il faut apprendre à redécouvrir peut-être aussi à travers
la leçon des grands classiques. Il faut lire dans ce temps le grand texte de Dostoïevski sur les grands inquisiteurs, là où il pose exactement la question entre la dialectique entre liberté et sûreté. Et là, peut-être on peut apprendre quelque chose. C'est-à-dire, on peut apprendre aussi qu'il y a la possibilité de développer une démocratie qui reconnaît la valeur de la vérité. Ce n'est pas vrai qu'on est dans un discours flou où on peut dire tout et le contraire de tout. On est en train de faire cette expérience. La valeur des personnes qui savent, on a besoin de certitude, on a besoin d'un savoir expert. Et peut-être à travers aussi cette expérience, on peut reconstruire l'alliance entre État, vérité et démocratie. Merci beaucoup, Fabio. C'était très clair. Je pense que tout ça, ça prend une forme assez intéressante en tant que dialogue, même si ce n'est pas direct entre les personnes qui participent. Paola, tu voudrais prendre la parole? Merci. D'abord, merci Fabio Berlini pour avoir répondu sur les questions que j'avais posées. Je pense que vous avez raison. Il y a besoin de beaucoup réfléchir et de beaucoup penser pour s'imaginer avec cette fragilité et qui ne peut qu'essayer justement de se faire traverser par certains moments. Et courir après l'idée d'une sécurité totale, c'est un paradoxe en soi. Je voulais dire que j'ai regardé les questions qui passent. C'est un petit peu dommage qu'il y a beaucoup de questions, intéressantes, et je ne sais pas comment on pourra finalement réagir à tout ça, mais c'est un dépôt important d'avoir ces commentaires. Et par exemple aussi Olga avait quelque chose à dire à propos des questions qu'on est en train de discuter en ce moment par rapport à cette nécessité de réfléchir sur la chose, peut-être avant d'agir dans quelque direction. La question que je voulais poser au début, c'était juste de se dire, est-ce qu'on considère d'être dans un nouveau moment de crise de cette modernité qu'on continue à opposer, ou on est dans un moment où on apprend ce qu'on est, c'est-à-dire dans une condition d'existence. C'est ça que je voulais poser. Sur la question de la ville diffuse, etc., qui est passée très rapidement, je voudrais seulement dire que j'ai parlé d'horizontalité et pas de ville diffuse. Et je veux quand même garder les différences. Je suis en train de dire que on pourrait être différent dans le futur, on pourrait travailler d'une façon différente et pas qu'avec le télétravail. Évidemment, Dominique, tu as raison, il ne s'agit pas que de télétravail, mais en général, la connexion Internet, c'est beaucoup plus que le télétravail. Elle permet à la petite entreprise isolée de pouvoir vendre ses propres produits. Ça permet beaucoup de choses au-delà du privilège de ceux qui peuvent se permettre de vivre avec le télétravail. Donc, je me référais à quelque chose d'un petit peu plus vaste. Et je pense que j'étais intéressée à une des affirmations qui a été faite par la personne qui vient après moi. Je m'excuse, mais à ce moment, j'ai oublié le nom. Edwin Zakai. Oui, merci, Edwin Zakai. À propos, je m'excuse, à propos du fait qu'il y a beaucoup de décisions qui sont prises en ce moment. Et que donc, il faut être actif d'une certaine façon. Il faut non seulement se préparer pour le futur, mais peut-être être actif déjà en ce moment. Et je pense que l'aspect positif, le potentiel qu'on peut imaginer dans un moment tragique comme celui-ci, est celui de faire vraiment émerger qu'il y a une attention différente.
avec Habitat, le centre de recherche Habitat, on a lancé cette hypothèse de nouveau climat, c'est-à-dire de réfléchir avec les villes, dans une ville, d'un nouveau climat qui serait formé dans cette ville. Je pense qu'il y a des signaux d'un nouveau climat. Non, justement, on travaille un petit peu sur l'ambiguïté du terme, mais s'il y a un nouveau climat, il faut le montrer, il faut le démontrer. Ce n'est pas que juste de l'activisme, c'est le fait vraiment de proposer concrètement des alliances entre, par exemple, l'université, les universités, l'académie, les professionnels, les gens, les fonctionnaires des villes qui matériellement construisent l'espace et ils peuvent l'adapter, ils peuvent amener à un point on peut dire, de concrétisation de cette adaptation. Et je pense que c'est justement le moment de partir même d'en bas, de quelques détails de comment on fait certains espaces et vraiment s'imaginer une transformation des pratiques de construction, par exemple, de la ville. Je voulais aussi réagir rapidement à ce que Luca Pattarone disait à propos de l'espace public. Personnellement, je suis confinée dans quelque chose qui est plus ou moins peut-être, je sais pas, 16 mètres carrés, quelque chose comme ça. Et j'ai choisi de ne pas revenir à Milan parce que je savais que j'aurais été obligée à rester chez moi. Et donc, j'ai choisi de rester à Lausanne pendant quelques mois dans un tout petit espace parce que je peux sortir et en respectant toutes les règles actuelles de distance, etc., de sécurité, je peux me promener sur le lac. Donc, l'espace public qui se trouve le long du lac, par exemple, devrait être un espace public pour tous et pas un espace privatisé. L'espace public d'une grande entité géographique collective, commune, parce qu'on parle du commun, le lac est un élément de cet espace du commun. Et là, par exemple, je pense que je peux survivre que grâce à ça. Parce que je peux sortir et marcher et penser pendant que je marche. Et donc, je pense que la question de l'espace public reste centrale. Et cet espace public doit être généreux. Et on a besoin de cette générosité de l'espace public. Il doit être capable justement d'accueillir des pratiques différentes, même les pratiques d'une ville confinée. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, par exemple, on a oublié de réfléchir sur ce thème. On a besoin de générosité. La résilience est faite de générosité. Par exemple, de générosité des espaces. La résilience est faite de quelques redondances. La résilience n'est pas efficace. Non, elle est efficace, mais elle n'est pas efficiente. Donc, parler de résilience, en réalité, nous met dans une condition de repenser beaucoup des choses qu'on fait normalement et peut-être de trouver de façon différente de construire, pour ce qui me concerne, parce que moi je préfère parler de la société à partir de l'espace que la société habite, et que donc c'est aussi l'espace qui doit contribuer à arriver à cette résilience. J'ai oublié une petite chose, parce qu'il y a eu plusieurs conseils de lecture. Je voudrais quand même donner mon conseil de lecture. Donc, l'éthique de la Terre. Et les autres petits textes qui l'accompagnent, comme celui qui parle du bon chêne. Le bon chêne, c'est un petit texte magnifique que vous découvrez. Merci beaucoup, Paola. C'était très riche et j'espère qu'on va pouvoir revenir à tout cela à un moment ou un autre. Donc, je passe la parole à à Edwin Zakai pour clore cette deuxième partie. Merci. Oui, comme l'a dit Paola, il y a beaucoup de commentaires vraiment intéressants et c'est vrai qu'il faudra peut-être essayer d'en faire quelque chose plus tard. Je vois que le temps vraiment a beaucoup avancé. Moi, je vais me limiter à 3 points. Le premier, c'est la question des petits gestes et des comportements. Donc, je pense tout à fait que la question écologique est également liée à des changements de comportement. Simplement, je pense que ce n'est pas possible de faire peser la charge sur les individus, de décider ça par eux-mêmes. Et donc, on a besoin d'une organisation, etc.
mais c'est évident qu'il y a des changements à faire. Et je suis frappé dans la communication aujourd'hui dans les médias, à quel point cette communication porte sur les changements de comportement. Il y a énormément sur « et vous, comment faites-vous » ? « Et vous, qu'est-ce que vous faites ?» Et les gens se photographient, se communiquent sur leur vie privée et comment leur vie privée a changé. Donc, ça montre l'importance que ça a, cet aspect-là. Maintenant, deuxième point, l'État qui organise ça, en effet, il ne faut pas non plus voir que l'État peut seulement être vertueux. Je veux dire, l'État, il a aussi ses… En tout cas, il y a toute une diversité d'États dans le monde, etc. Et il peut y avoir des éléments de contrôle de l'individu qui pourraient augmenter, etc. Donc, attention, on n'est pas en train de dire que c'est magnifique que l'État va faire ça parfaitement bien. Donc, je reviens à mon point que j'avais tout à l'heure aussi sur les décisions qui sont prises et les décisions qui sont prises au niveau de la liberté qui va être laissée, du contrôle des citoyens, etc. Et le troisième point, c'est le point des inégalités qui a déjà été abordé plusieurs fois et qui, bien sûr, est très important. Je voudrais juste ajouter à ce qu'a dit Dominique Bourg sur les inégalités au niveau du travail, que c'est encore plus vrai pour le temps de travail, parce que j'ai entendu qu'en France, on parle d'augmenter le temps de travail à des 60 heures par semaine, et donc on va avoir des gens qui vont travailler énormément et des gens qui ne vont pas beaucoup travailler, et donc en effet, la question de la légitimité du pouvoir va apparaître, de ceux qui décident ça, etc. Et alors la question de Vincent qui était mais à quoi faut-il être attentif, il a dit. Moi, je pense que ce qu'on peut faire, c'est donner la parole à ces groupes, en fait. C'est de faire remonter la parole d'en bas. Enfin, c'est ces personnes-là, voilà, qui ont un regard sur leur action. Et de là, on peut avoir des éléments, la parole et un certain pouvoir. Voilà, je m'arrêterai là. Merci, Géraldine. Donc, nous arrivons juste à peine à la deuxième partie de notre discussion. Vous comprenez à quel point c'est riche et dense. Et je me permets tout simplement d'évoquer que l'équipe de la Fondation a essayé de regrouper les questions autour de quelques grandes thématiques comme la politique et la gouvernance, la gestion du changement et la résilience, le travail, le social, le rapport entre philosophie et psychologie, et même, bien sûr, évidemment, l'architecture, l'urbanisme, l'environnement. Donc, des questions qui, évidemment, ont été croisées par diverses manières, qui, par exemple, posent la question de la mondialisation que, pour l'instant, aucun, si je ne me trompe pas, de nos invités n'a pas voulu directement attaquer, parce que peut-être c'est quelque chose qui n'est plus de l'ordre du jour. Ou la question de la localité, est-ce que le local est vraiment la solution vis-à-vis d'une espèce de repli sur soi, qui pourrait être l'exact opposé de ce qu'on voudrait dans une société démocratique et de mobilité, ou le rapport à la maladie et le rapport à l'autre, à partir du moment où nous avons aujourd'hui comme l'a dit tout à l'heure, je crois, Fabio, on ne voit pas la mort autour de nous et du coup, on continue à s'envoyer des textos, alors qu'en réalité, dans d'autres parties du monde, il y a des tragédies qui se jouent, une espèce de décalage entre ce qu'on comprend chez nous et ce qui se passe ailleurs, une virtualisation même de l'état de la santé, qui probablement n'était pas le cas au XVe siècle, à l'époque de la grande peste, où on voyait les gens tomber l'un à côté de l'autre. On se réveillait le matin en bonne santé, on mourait à la fin de la journée. Donc, j'ai l'impression qu'on aurait du mal à, comme a dit Paola, à répondre. Il y a beaucoup de questions qui pourraient aussi vous être posées, comme quelle est l'implication énergétique et spatiale à la généralisation du télétravail, qui a suscité beaucoup de questions. Est-ce que finalement notre environnement pourrait aujourd'hui tenir face à une hypothèse de massification du système virtuel, enfin de la consommation d'énergie et des ressources d'une société virtuelle? Est-ce qu'une société virtuelle est écologiquement tenable, en fait, du point de vue? Est-ce que quelqu'un voudrait répondre à cette question?
Quelqu'un qui est plus proche de la... Dominique, lève la main. Très, très rapidement, on a quand même pas mal d'éléments là-dessus. En fait, tout ce qui est data center et terminaux, c'est déjà aujourd'hui, c'est 3,7% des émissions globales de gaz à effet de serre, avec une croissance de 9%. Et si on regarde, alors j'imagine que c'est différent aujourd'hui avec l'usage qu'on fait du numérique, mais le chiffre qu'on donnait est cocasse parce qu'en fait, l'essentiel, c'est les vidéos. C'est ça qui mange énormément d'énergie. Et en termes d'octets, pas en termes de nombre, mais je crois 2 tiers des vidéos, 1 tiers, c'est des vidéos porno et un autre tiers, c'est des vidéos de chats. Et c'est ça qui fiche en l'air, en fait, en partie, le climat. Donc non, un monde où les aspects numériques explosent, c'est pas du tout un monde qui est en termes de matériaux et d'énergie, un monde simple à assumer. C'est un monde où on ne voit pas, mais en fait où l'impact énergétique et l'impact en termes de matériaux est vraiment énorme. Et ça, il faut bien l'avoir en ligne de mire, et on sait très bien que si effectivement on devait assumer la transition à laquelle on devrait procéder, c'est-à-dire en gros dans moins de 10 ans baisser de moitié les émissions de gaz à effet de serre mondiales, ça nous amènerait forcément à un usage beaucoup plus circonspect du numérique, et en fait qui serait à l'exact contraire de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Nous avons eu aujourd'hui un moment de mise en commun de nos ressources humaines, de nos ressources spirituelles, de nos expériences personnelles, professionnelles, qui me semblent assez étonnantes. Nous avons été 450 à peu près à un moment donné, un pic. Évidemment, l'heure passe. Et donc, je ne pense pas qu'il est possible à ce moment de proférer une quelconque conclusion. Il n'y a pas de conclusion, c'est juste le début d'un travail de fond sur les conditions qui vont permettre à nos sociétés de dépasser les stades d'étonnement, des stades d'aporie dans lesquels on est. Et on se trouve à des différents degrés et à des différentes intensités. Et sans doute, on espère en tout cas, nous à la Fondation avec le Lazur et Maître Lab, et je pense avec tous qui sont aujourd'hui, qui sont réunis ce soir, on espère qu'on va arriver à tricoter ensemble des systèmes de pensée, des systèmes d'action relativement résilients, efficaces, efficients. Je ne me souviens plus quel est le bon terme, Paola, tu vas m'expliquer après. Efficient. Voilà, pour donner à notre action professionnelle, à notre action aussi spirituelle, disons, la place qu'elle devrait avoir dans ce monde qui change. Nous sommes, je dirais, confiants malgré le fait que les choses vont très vite, et plus vite qu'on le voudrait, et de manière pas nécessairement, pas toujours dans le sens qu'on le voudrait. On voit par exemple l'Europe se déliter alors qu'elle devrait se solidifier. On voit des situations paradoxales au niveau mondial. On voit qu'au lieu qu'il y ait une communauté mondiale politique qui devrait prendre ces leçons de la communauté mondiale des médecins qui fonctionne vraiment en communauté mondiale, fait exactement le contraire. On voit donc toutes sortes de fragmentations qui commencent à se créer face à la peur. Et j'ai pensé l'autre jour que quand on était petit, on regardait des films, des documentaires d'animaux. Les animaux, quand il y a un danger qui leur arrive, qui les approche, d'abord, qu'est-ce qu'ils font? Ils se pétrifient. Ils ne bougent pas. Ils essaient de disparaître dans l'environnement. Et quand les choses deviennent beaucoup, beaucoup plus graves, quand le danger arrive beaucoup plus proche, ils se mettent à se battre et la chose explose. Donc j'ai l'impression que nous sommes collectivement aujourd'hui dans une situation de tétanisation, de pétrification. On ne bouge pas. La perte de mobilisation est une perte justement, c'est une situation très proche à la perte qu'on ressent collectivement. Et il me semble que justement notre action collective pourrait nous faire passer au-delà de cette peur, je dirais, intellectuelle et même, disons, sentimentale, pour articuler des hypothèses de travail.
Pour cette raison, nous proposons d'arrêter cette réunion ce soir, puisqu'il n'y a pas de conclusion. On espère que vous avez profité des échanges. On espère que vous avez imaginé par vous-même des options à prendre dans votre vie professionnelle et par ailleurs. Et on a le plaisir de vous annoncer que cette expérience va se répéter dans un mois, le 23 avril, même heure, avec une nouvelle thématique. On vous espère nombreux autour de la table, dans ces écrans virtuels. Je ne sais pas combien de vous seront en ce moment en confinement ou pas. Et on verra ce que ça voudra dire à ce moment-là, parce que les choses, certainement, comme dit Dominique, vont évoluer. Et d'ici là, on voudrait tout simplement vous rappeler qu'on vous avait proposé un petit verre, un toast, disons, à la santé de la Terre, à la santé de nous tous. Pour ceux qui ont prévu ce verre à côté d'eux, je vous propose de le lever et de faire ce toast pour tout le monde, pour la Terre, pour les gens qui sont autour de nous et pour qui on voudrait que les choses aillent le mieux possible. Santé à tout le monde et à bientôt. Au revoir.